Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons vous faire visualiser le récit concernant le massacre des Haïtiens perpétré par les Dominicains en 1937. Comme tout le premier chapitre qui avait été raconté par le docteur Louis-Joseph Auguste, ce deuxième chapitre est vraiment tragique, poignant, qui touchera à toutes les fibres de votre corps haïtien et dessalinien. Bonne visualisation. À la mémoire des victimes des vêpres dominicaines du 3 au 15 octobre 1937, chapitre 2, un autre incident décrit par Dantica dans son roman vaut bien d'être reproduit ici. I'm coming back, he said, from buying charcoal outside the mill where I work, when two soldiers take me and put me on a truck full of people. The people who fight before going on the truck, they whip them with bayonets until they consented. After we're all on the truck, some of us half dead, not knowing whose blood is whose, they take us to a high cliff over the rough seas in La Romana. They make us stand in groups of 6 at the edge of the cliff. Then it's either jump or go against a wall of soldiers with bayonets pointed at you and some civilians waiting in a circle with machetes. Then they come back to the truck to get more. They have 6 jump over the cliff, then another 6, then another 6. Last, they come for me. When I jump off the cliff, Thibon continued, I tell myself not to be afraid. I tell myself, today you're a bird. It's a long way from the cliff to the sea. I fall and fall, passing the rocks where many of the bodies lay on the way down. And then me, I fall in the water. When I look at the beach, there are peasants waiting with their machetes for us to come out of the water. Some even wading in to look for the spots on the necks where it's best to strike with machetes to cut off heads. La traduction non officielle est comme suit. Comme je revenais au moulin où je travaillais après avoir acheté du charbon, 2 soldats se saisirent de moi et me jetèrent sur un camion qui était déjà rempli de monde. Ceux qui avaient résisté avant de monter sur le camion les avaient battus à la baïonnette. Nous étions tous dans le camion, certains presque morts. Le sang était partout, sans que nous sachions de qui il provenait. Ils nous emmenèrent au bord d'une grande falaise, dominant la mer agitée de la Romana. Ils nous alignèrent par groupes de 6 devant la falaise. On devait ou bien sauter du haut de la falaise, ou bien faire face à une rangée de soldats avec leurs baïonnettes pointées dans notre direction, et quelques civils à la tente avec leurs machettes. Ils les firent sauter par groupe de 6, puis un autre groupe de 6, puis un autre groupe de 6. Finalement, c'était mon tour. Je me dis qu'aujourd'hui, j'étais un oiseau et que je ne devais pas avoir peur. Il y avait une longue distance du haut de la falaise au niveau de l'eau. La chute sembla interminable. Et comme je tombais, je vis les cadavres empilés sur les rochers ou accrochés à la montagne. Et moi, j'atterris dans la mer. Quand je tournais les yeux vers la plage, je vis les paysans à la tente, certains déjà à mi-jambe dans l'eau, armés de leurs machettes et impatients d'accomplir leur tâche,
de couper les têtes comme on leur avait appris à le faire. Cet épisode est rapporté avec une légère nuance par Michel Walker dans son ouvrage Why the Cocks Fight. Nous citons: Les Haïtiens were transported like cattle to isolated killing grounds where the soldiers slaughtered them at night, carried the corpses to the Atlantic port of Monte Cristi, and threw the bodies to the sharks. For days, the waves carried uneaten body parts onto Hispaniola beaches. Ma traduction est comme suit. Les Haïtiens étaient transportés comme du cheptel vers des zones désertées où ils les exécutaient pendant la nuit et transportaient les cadavres au port de Monte Cristi, donnant sur l'océan Atlantique. Là, ils les jetaient aux requins. Pendant des jours et des jours, des parties de corps non dévorés, apportées par les vagues, venaient échouer sur les plages d'Hispaniola. Le bilan de ces atrocités varie selon la source consultée. On s'attendait certainement à ce que le gouvernement dominicain le minimise. Le ministre des Affaires étrangères intérimaire à l'époque déclara un total de 17 000 morts. Cependant, il est très surprenant que le gouvernement haïtien crut bon de réduire davantage le nombre de victimes à 12 168, comme le rapporta le président Elie Lesco. Cependant, l'historien dominicain Bernardo Vega estima qu'au moins 35 000 Haïtiens périrent durant ce que les Dominicains appelèrent El Corte ou la moisson. Et c'est ce chiffre que m'avait cité mon père déjà dans la trentaine au moment de ce massacre. Les questions qui doivent brûler les lèvres de tout bon Haïtien, ou simplement tout être humain digne d'appartenir aux gens dits civilisés, sont sans doute les suivantes. Où était le reste du monde? Quelle a été la réaction des Dominicains? Quelle a été la réaction en Haïti? Quelle a été la réaction du gouvernement américain? Plusieurs familles dominicaines qui utilisaient les domestiques haïtiens les protégèrent de la furie des soldats et de la foule. Plusieurs industriels américains qui opéraient les usines sucrières en Dominicanie et qui employaient des ouvriers haïtiens refusèrent de les remettre aux soldats qui étaient venus les chercher pour les éliminer. Trujillo cherchait à minimiser l'incident, l'expliquant par une simple réaction spontanée des paysans dominicains fatigués des déprédations et des larcenies des illégaux haïtiens. Par flatterie pour le généralissime ou par peur de rétribution, les politiciens et les intellectuels dominicains restèrent croire ou nièrent que le massacre eut lieu. Certains célébrèrent même l'acte, et je cite, glorieux, posé par le dictateur pour le bien de la nation. Il faut chercher dans les écrits des membres des partis d'opposition en exil pour trouver une condamnation de cet acte de barbarie par des intellectuels dominicains. Les victimes qui survécurent aux plaies par armes blanches ou par balles espéraient que leur gouvernement allait passer à l'action et prendre leur défense. Comme Dantica a fait dire à l'un de ses protagonistes dans The Farming of Bones, « Tell me, why don't our people go to war because of this? Why won't our president fight? » Traduction, dis-moi pourquoi nos compatriotes ne déclarent-ils pas la guerre? Pourquoi notre président ne se bat pas pour nous? Tandis que notre observe avec beaucoup de clairvoyance. Poor people are sold to work in the cane fields so our own country can be free of them. Traduction encore, les pauvres sont vendus pour aller trimer dans les plantations de canne à sucre en Dominicanie, juste pour que le pays en soit débarrassé. Il n'avait raison qu'en partie. Certes, le président Senior Vincent ne leva pas le petit doigt pour réagir contre ce crime d'une ampleur jamais rivalisée sur l'île d'Haïti. Cependant, les jeunes Haïtiens de toutes les couches sociales du pays, noirs ou mulattes, s'indignèrent face à la passivité du gouvernement. Partout dans les villes frontalières, et même à Port-au-Prince et au Cap-Haïtien, ils commencèrent à organiser des milices pour aller défendre leurs concitoyens. Le tien de mon père et de Mme Dumais-Charlier, qui l'a confirmé à plusieurs reprises dans ses causeries. Cependant, le président qui ne voulait pas utiliser son armée pour combattre la sauvagerie des Dominicains n'hésita pas à menacer nos jeunes patriotes de bastonnade ou d'emprisonnement s'ils persistaient à vouloir se battre. Qui plus est,
Au lendemain du massacre, le 15 octobre 1937, l'ambassadeur haïtien à Santo Domingo, M. Évremont Carrier, de concert avec le chancelier dominicain, Joaquim Balaguer, émit la déclaration conjointe qui suit. La relation cordiale qui existe entre la République dominicaine et la République d'Haïti n'a souffert le moindre dommage. Que l'amitié qui a toujours lié l'honorable président Trujillo et l'honorable président Vincent constitue la force la plus effective pour prévenir la destruction de l'harmonie qui règne entre les deux peuples et les œuvres patriotiques de ces deux leaders illustres. Œuvres qui, par leur haute valeur spirituelle et morale de justice, ont mérité les applaudissements de tout le monde civilisé. Aux États-Unis, il se produisit des remous superficiels dans la presse, mais pas le tollé auquel on aurait dû s'attendre. Collier Magazine envoie un reporter pour visiter les deux pays et se rendre compte des visu de la gravité de la situation. Il vit les mutilés dans les hôpitaux haïtiens, femmes, hommes et enfants, sans bras, avec des plaies profondes du cou ou de la tête. Cependant, quand il rencontra Trujillo, celui-ci insista que l'incident avait été exagéré par la presse et que ce n'était qu'un simple règlement de compte entre les paysans des deux côtés de la frontière. Le sénateur américain Hamilton Fish, un républicain, président du comité des affaires étrangères, fut l'un des rares à pousser les hauts cris et demanda une rupture des relations diplomatiques entre les États-Unis et les Dominicains. Mais après avoir reçu un chèque important de Trujillo, il changea sa chanson et l'affaire n'eut plus de suite. Cependant, on parlait dans les milieux politiques, on en parlait dans les milieux politiques au point que Franklin Delano Roosevelt se sentit obligé de pousser les deux pays à résoudre le conflit à l'amiable. Avec Roosevelt comme arbitre, Haïti ne pouvait s'attendre à aucune justice. Ce même Roosevelt n'avait-il pas dit auparavant que Trujillo is a bastard, but he is our bastard. D'autre part, il avait dit d'Haïti, if we can manage to keep the Haitians with shoes, fighting against the Haitians without shoes, we have nothing to fear from Haiti. Traduction, si nous pouvons maintenir le conflit entre les Haïtiens avec souliers et les Haïtiens pieds nus, nous n'aurons rien à craindre d'Haïti. Fin du chapitre.